Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, le variant Omicron se répand sur la planète. Une étude sud-africaine conclut qu'il peut contrer l'immunité acquise par une précédente infection au Covid. Il est donc plus facile d'attraper à nouveau le Covid. 3 cas d'Omicron ont été détectés ce jeudi en France métropolitaine. La France qui va tenir lundi un conseil de défense sanitaire. La présidentielle en France, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est l'affiche du second tour de la primaire des Républicains qui se déroule ce vendredi. Les 3 candidats éliminés au premier tour ont tous appelé à voter pour la présidente de la région Île-de-France. Et puis la rencontre ce jeudi en Suède entre les chefs des diplomaties américaines et russes à propos de l'Ukraine. Washington menace toujours Moscou de sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine. La Russie dit redouter une confrontation militaire. Les présidents des deux pays devraient se parler prochainement. Le président américain dévoile ce jeudi de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 et notamment des tests négatifs exigés pour chaque arrivée de l'étranger, même pour les voyageurs vaccinés. La Norvège impose aussi dès ce soir des contrôles, mais 24 heures après l'arrivée, elle. La réunion pour la COP biodiversité qui devait se tenir en janvier à Genève est repoussée en raison de la menace de ce variant. On fait le point de la situation dans le monde avec Amine Baba Aïssa. Un test négatif de moins de 24 heures, en plus d'être vacciné, désormais requis pour entrer aux États-Unis. Avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, Joe Biden resserre le contrôle des voyageurs tout en se montrant rassurant. Je suis ici pour annoncer notre plan d'action pour combattre le Covid-19 cet hiver. Il ne prévoit pas de couvre-feu ou de confinement, mais une accélération de la vaccination et des tests. États-Unis, mais aussi Inde, Nigeria ou encore Islande, la vigilance est de mise aux 4 coins du globe. Car Omicron pourrait rapidement devenir majoritaire en lieu et place du variant Delta. Il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du conseil scientifique plutôt après, en début 2022. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur ce nouveau variant, mais les autorités européennes de la santé estiment qu'il serait plus contagieux que les souches précédentes. En Afrique du Sud, où il a été identifié pour la première fois la semaine dernière, Omicron est déjà dominant. Le fait d'être contaminé antérieurement protégeait contre Delta. Et avec Omicron, ça ne semble plus être le cas. Nous pensons que les vaccins protégeront toujours contre une maladie grave. Partout alors, on cherche à intensifier les efforts pour limiter l'impact d'Omicron. La Corée du Sud impose de nouveau une quarantaine obligatoire à tous les voyageurs étrangers. L'Allemagne met en place de lourdes restrictions pour les non-vaccinés en leur imposant un quasi-confinement sans accès au commerce non essentiel. La vaccination obligatoire est aussi envisagée dans tout le pays. L'Organisation mondiale de la santé attend de nouvelles données, mais se veut pour l'heure optimiste. Aucun cas d'Omicron documenté en Europe n'a contracté de forme grave de la maladie. Et c'est une mauvaise nouvelle. Selon une étude sud-africaine, le risque d'attraper une nouvelle fois le Covid avec ce variant Omicron est accru. Le risque de réinfection est 3 fois plus important que lors des vagues de variants précédents, Beta ou Delta. Il serait donc capable de contourner l'immunité acquise, ce qui laisse supposer qu'il serait aussi plus résistant au vaccin. Et en France métropolitaine, pour l'instant, 3 cas de variant Omicron ont été détectés ce jeudi. Après un premier cas à La Réunion, d'autres tests positifs sont en cours de vérification. On vous explique comment ces cas sont repérés. 3 cas du variant Omicron sont à cette heure confirmés dans l'Hexagone. 2 ont séjourné en Afrique du Sud. Le premier diagnostiqué, lui, rentré du Nigeria. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années. Il ne présentait pas de symptômes lors du test et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, à sa descente d'avion, il est testé positif au Covid. C'est dans ce laboratoire spécialisé près de Paris que son prélèvement a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. C'est ce qu'on appelle le criblage. C'est exactement ça. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Il donne les premiers indices.
Mais pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, guère de doute. D'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, eh bien, les gens contaminent leur environnement. Donc ça, il faut refaire passer ce message. S'il y a des signes précurseurs, très vite se faire tester, très vite s'isoler pour éviter la circulation du virus, qu'il s'agisse du Delta ou a fortiori du variant Omicron. L'OMS juge élevée la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial. À ce jour cependant, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé. Et un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi prochain pour décider d'éventuelles nouvelles mesures en France face à l'arrivée d'Omicron. La campagne pour la présidentielle en France, le second tour de la primaire oppose Éric Ciotti, arrivé en tête, à Valérie Pécresse. Cette dernière bénéficie du soutien des 3 candidats éliminés qui ont appelé à voter pour elle. Les adhérents LR pourront faire leur choix dès ce vendredi pour le second tour. Quels sont leurs projets et leurs différences? Voyez la réponse de Théa Bazdarevich. Un duel final entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Parti comme outsider, le député des Alpes-Maritimes a créé la surprise en terminant en tête du premier tour. Représentant d'une droite dure, ce spécialiste des questions migratoires aligne les propositions choc. Préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang ou encore un Guantanamo à la française pour lutter contre le terrorisme. En matière de sécurité, Éric Ciotti promet des peines minimales automatiques pour les agresseurs des forces de sécurité et prône la perpétuité réelle. Un message de bon sens. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France. La réponse, c'est la prison et l'avion. En face, la patronne de l'Île-de-France, celle qui se décrit comme 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher, propose un référendum contre l'immigration de masse ainsi que l'instauration de quotas annuels. La candidate proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy veut également faire de la revalorisation du travail une priorité. Parmi ces mesures phares, la fin des 35 heures, la libre fixation du temps de travail en entreprise ou encore le départ à la retraite à 65 ans. Les 2 finalistes doivent encore être départagés lors d'un ultime vote ce week-end. Le nom du gagnant sera dévoilé samedi. Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, tous les 3 éliminés de la course à l'investiture LR, ont déjà apporté leur soutien à Valérie Pécresse. Le président Macron entame ce vendredi une tournée dans les pays du Golfe, Émirats arabes unis, Qatar et Arabie saoudite. Il sera question de lutte contre le terrorisme et de la signature d'accords commerciaux. Le chercheur spécialiste du Moyen-Orient, David Rigouleros, était tout à l'heure mon invité. Il revenait sur le risque pour Emmanuel Macron de s'entretenir lors de cette visite avec des personnages sulfureux comme le prince saoudien Mohammed Ben Salman. Il faut signaler que c'est une tournée express, puisque c'est sur 2 jours. C'est pas sans rappeler d'ailleurs la tournée qu'avait faite Nicolas Sarkozy à la mi-janvier 2008, dans les mêmes 3 pays d'ailleurs, Émirats arabes unis, Qatar et Royaume saoudien. À l'époque, il y avait un tropisme qatari beaucoup plus marqué concernant Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le tropisme est plutôt émirati du côté du président de la République, parce qu'il y a une insistance sur les liens étroits, effectivement, entre les Émirats et la France, le partenariat stratégique, une convergence de vues. Donc, vous évoquiez la question de relations avec des personnalités parfois sulfureuses, comme le prince héritier, mais il y a des éléments de langage qui ont été bien établis avant cette tournée, à savoir qu'on ne peut pas faire l'économie sur le plan géopolitique de discussions avec des interlocuteurs qui sont des poids lourds de la région. Alors justement, cette tournée, elle survient alors que les négociations viennent de reprendre à Vienne pour l'accord sur le nucléaire iranien. Il y a un lien sur le calendrier ? Oui, c'est pas un hasard, effectivement. D'abord parce que j'évoquais la tournée express sur 2 jours. Elle concerne les principaux pays du Conseil de coopération du Golfe qui sont directement impactés par effectivement les négociations sur le nucléaire,
inquiets d'ailleurs, évidemment, logiquement, puisqu'elles ont repris, mais dans un contexte quand même plus pessimiste qu'initialement prévu. Et donc, c'est aussi pour jauger un petit peu la perception des partenaires du Golfe. Il faut rappeler que la France a une base interarmes aux Émirats arabes unis. Il y a un partenariat stratégique avec un accord de défense approfondi. Donc, évidemment, tout ça n'est pas contingent. On parle de la vente de Rafale, notamment, à ces pays. La délégation française, elle comptera plusieurs patrons, dont ceux de Safran et Thales, deux fleurons de l'industrie française de la défense. Est-ce que les armes françaises pourront être utilisées, notamment dans la guerre au Yémen, qui est relancée depuis quelque temps ? Oui, alors ça, c'est un sujet très sensible, d'ailleurs, que les ONG n'ont pas manqué de pointer du doigt, évidemment, parce que la question yéménite est éminemment sensible, compte tenu du désastre humanitaire qui caractérise le pays, avec des accusations plus ou moins étayées, mais effectivement qui posent problème. Donc, il y a une vigilance, de toute façon, dans les contrats passés avec les pays en question. Il faut rappeler que la délégation française est assez importante. Il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, de l'économie et des finances. Donc ça ne se réduit pas uniquement à des questions de contrats d'armement. Il y a une diplomatie, on va dire économique plus largement, mais qui s'inscrit aussi dans une logique stratégique au niveau régional qui voudrait donner à la France un rôle qu'elle entend assumer par rapport à d'autres interlocuteurs occidentaux. Le ministre russe des Affaires étrangères estime que le scénario cauchemar de la confrontation militaire est en train de faire son retour en Europe. Sa rencontre avec son homologue américain ce jeudi a été l'occasion de mise en garde de part et d'autre sur la question de l'Ukraine principalement. Ces échanges entre les deux grandes puissances devraient se poursuivre avec un appel entre les présidents Biden et Poutine dans les jours à venir. Le résumé de la rencontre Lavrov-Blinken avec Théa Bazdarevich. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Anthony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Angela Merkel a fait ses adieux ce jeudi après 16 ans à la tête du gouvernement allemand. Olaf Scholz ne lui succédera que mercredi prochain au poste de chancelier, mais la cérémonie officielle de passage de témoins a eu lieu ce jeudi devant les forces armées à qui la chancelière allemande avait demandé de jouer un morceau de la chanteuse punk allemande Nina Hagen. Notre correspondante Anne Maillet revient sur le déroulement de cette cérémonie. Un instant très solennel qui se déroule selon un protocole très strict. Il s'agit du cérémonial militaire le plus prestigieux de l'armée allemande, une tradition héritée du 19e siècle à laquelle la chancelière sortante a apporté une note très personnelle, voire même un peu détonnante. Conformément à la tradition, Angela Merkel a eu le choix des titres interprétés par la fanfare de l'armée allemande et elle a choisi notamment ce titre de Nina Hagen, une chanteuse punk est-allemande, un tube qui a fait fureur en ex-Allemagne de l'Est dans les années 70 et donc un clin d'œil
au passé de la chancelière et à sa jeunesse peut-être un peu plus rebelle qu'on ne pensait. En tout cas, avec cette cérémonie entourée des ministres qui l'ont accompagnée tout au long de ses 4 mandats, Angela Merkel tire donc sa révérence, ou du moins symboliquement. Elle continuera, vous l'avez rappelé, de gérer encore quelques jours les affaires courantes. Son successeur, Olaf Scholz, ainsi que le nouveau gouvernement composé des sociodémocrates, des écologistes et des libéraux entrera en fonction mercredi prochain, le 8 décembre. En Libye, le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, est à nouveau candidat à la présidentielle. La cour d'appel de Séba a invalidé la décision de l'autorité électorale de rejeter sa candidature pour non-conformité avec les dispositions de la loi. Saïf al-Islam Kadhafi a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif, avant de bénéficier ensuite d'une amnistie. Des partisans d'un autre candidat à la présidentielle, Khalifa Haftar, ont bloqué pendant une semaine l'accès au tribunal de Séba pour empêcher ce recours. Ils se sont finalement retirés ce jeudi. L'Organisation mondiale du tennis féminin a annoncé suspendre tous ses tournois en Chine, une sanction prise après l'affaire de la disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Ce n'est pas la première fois qu'une personne gênante disparaît soudainement dans la Chine de Xi Jinping. Cette pratique courante porte même un nom, la résidence surveillée dans un lieu désigné. Les explications de Charles Pellegrin et David Gilberg. Le cas de Peng Shuai a attiré l'attention sur une pratique qui existe sous différentes formes depuis de nombreuses années en Chine. Quiconque critique le gouvernement est susceptible de disparaître de la vie publique en étant parfois placé en détention. L'un des plus célèbres exemples est celui du milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, qui en 2020 n'était pas apparu en public pendant 3 mois après avoir critiqué le système financier chinois dans un discours. Ce que la loi chinoise désigne comme des résidences surveillées dans un lieu désigné permet d'enfermer quelqu'un dans une prison noire sans aucun procès pendant 6 mois. L'avocat Liang Xiaozun en expliquait le principe en 2018 à France 24. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. On estime entre 45 000 et 55 000 le nombre de personnes ayant subi ce type de détention depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013, dont environ 15 000 pour la seule année 2020. En 2021, ce genre d'enlèvement continue de se pratiquer avec plus ou moins de retentissement médiatique, alors que la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai faisait la une des journaux partout dans le monde. 3 militants chinois ont disparu à cette même période. Wang Jianbing, Sophia Wang et Fang Ran ont été placés en détention pour avoir défendu les droits des travailleurs ou ceux des femmes. Les 2 premiers ont depuis été inculpés pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. On est toujours sans nouvelles du dernier. Le message est clair, en Chine, défendre une cause qui n'est pas du goût du pouvoir est une ligne à ne pas franchir. C'est une affaire de violence conjugale qui secoue la France. Le judoka Alain Schmitt a pris la parole dans les médias pour nier une nouvelle fois avoir violenté son ex-compagne Margot Pinault. Celle-ci avait posté sur les réseaux sociaux une photo de son visage tuméfié pour s'indigner de la relaxe devant la justice d'Alain Schmitt. Ce dernier l'accuse de mentir. Elle a choisi de montrer son visage tuméfié sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne comprend pas une décision de justice. Dimanche, elle dénonce une violente agression de la part de son compagnon et ex-entraîneur. Dès mardi, celui-ci est jugé à Bobigny en comparution immédiate. Il est relaxé. Le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes. Ce sont 2 personnalités du monde du judo, Margot Pinault, championne olympique en équipe cet été, et Alain Schmitt, son entraîneur de l'époque. 2 versions qui s'affrontent. Ce soir, dans une conférence de presse, la jeune judokate a raconté publiquement son récit de la soirée. Enfin, il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré vers le sol, à gauche du lit. Donc il m'a mis sur le sol, j'étais sur le dos. Lui, il s'est mis à califourchon sur moi. Et il a commencé à mettre des coups de poing, droite, gauche, des deux mains en tout cas. Je me suis dit, c'est soit t'arrives à te dégager de lui, soit t'es morte.
Un peu plus tôt cet après-midi, c'est Alain Schmitt qui donnait une conférence de presse. J'ai jamais frappé une femme de ma vie et ça n'arrivera jamais. Lui aussi a diffusé une photo de son visage tuméfié. Il reconnaît l'existence d'une dispute, mais conteste avoir frappé. Elle a sauté sur moi, elle m'a agrippé par le col. C'est parti dans tous les sens, à droite, à gauche, on a cogné dans les murs, dans un radiateur. Ensuite, on a cogné une porte, elle m'a fait tomber sur elle, dans une autre chambre. Ensuite, on s'est relevé, on a pris un mur. Cette version des faits n'a pas convaincu le procureur de Bobigny qui avait requis une peine exemplaire. Le parquet a immédiatement fait appel de cette relaxe afin d'obtenir un nouveau procès. On passe au